On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Au fond des filets. Au fond des filets. Le podcast. Puis ton bilan? Très bien ça. Ah, c'est bien? Mon bilan. J'hésitais entre ça ou écouter Doom. J'ai écouté ça, j'ai écouté le bilan. J'ai jamais vu Dune. T'es-tu sérieux? Non, toi, Mais voyons donc. Toi, tu l'as lu aussi, je présume, avec ton book club. Je l'ai, ouais, je l'ai. T'as pas écouté Dune, celui de David Lynch, puis celui de ceux de Denis Villeneuve, non? Je savais pas qu'il y en avait deux versions. On a le droit de sacrer, c'est un podcast. T'as pas écouté Dune? Voyons donc. Denis Villeneuve. Ouais, je sais. Excuse-moi, Denis. Zendaya. Zen quoi? Zendaya. Diagramme? Zen diagram? Aïe. Mais attends une minute. Là. Je t'écoutais tantôt me parler du dernier livre que tu as lu pour ton book club. Là. Je suis pas certain que tu une référence qui s'applique à mes intérêts. On en parle-tu ou on parle Je vais laisser le monde te juger. Hey non, avant de commencer, attends une minute. Parce que là, c'était long un peu. Fait que j'ai soif. Ah. Ben oui, la top net. Salut, je m'appelle Frédéric Lard. Vous avez une soif? De midi à Paris, prenez Top Net. OK? Fait que là, il est 5 heures à quelque part? Non, c'est la bière. Oui, il est 5 heures à quelque part. C'est la bière, vous savez, ceux qui côtoient et qui consomment BPM aussi, vous savez que BPM a maintenant la bière en collaboration avec Boréal. C'est disponible au Relais Boréal, d'ailleurs, qui est sur Jean Talon à Montréal, pour ceux que ça intéresse, presque au coin de Saint-Laurent. C'est la Top Net, la bien nommée. Tu jouais pas au basket sur le toit de Il y a la version pour le plateau, ça va s'appeler Dans la lucarne. La bière dans la lucarne. Top net pour nous. Fait que, attends une minute. On va voir le bruit d'ailleurs. On est comme Men in Blazers en ce moment, là. C'est ça qui se passe? Attention au mix, je vais l'approcher de la canette. Oh, c'était pas aussi. C'est pas un beau bruit. Ouais, c'est parce que je pense que je l'ai squeezé trop. Bon. OK. Il y avait un bilan pour vrai qui s'est terminé il y a... J'ai une question pour toi. Vas-y. En quelle année le CF Montréal, 94. l'Impact, a gagné le plus de matchs? 2023 ou 2024? Gagné? Ben, c'est sûrement... Nombre de victoires. C'est sûrement 2023. J'avoue que c'est... T'es arrivé comme un paquebot, là. C'était vrai. 12 victoires, 17 défaites, 5 matchs nuls en 2023. 11-13-10 cette année. OK. 2 points de différence au total. Mais là, cette année, t'as... Le feeling, en fait, le constat qu'on peut faire dès le départ, c'est que le feeling était différent. Ben oui, parce que quand t'as Samuel Piette qui dit le staff a fait un travail colossal, quand t'as Joel Waterman qui dit Laurent a notre confiance entière, t'as entendu ça quand? À la fin de la saison dernière avec tes victoires en plus? Qui? Dans quel podcast? Je sais pas si t'en écoutes beaucoup. Dans quel podcast il y a un beau gars, qui a dit « Hey, Courtois, ça fait quelques semaines d'ailleurs qui parle de l'an prochain. Puis qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a confirmé l'an prochain pour Laurent Courtois. Écoute, pas être Nostradamus non plus. Non, mais c'était catégorique. Il n'y a personne qui est resté sur la clôture. Gabriel Gervais l'a dit direct et Laurent Courtois s'est senti assez confortable pour se confirmer lui-même, parce que Courtois a parlé avant Gabriel Gervais, donc s'il avait été un petit peu en train de marcher sur des œufs encore, ça aurait pu être différent. Là, tout le monde était d'accord qu'on se pose pas la question de survenir l'an prochain. Puis, tu sais, une question qui est peut-être accessoire, mais qui aurait pu y être demandée. Ça aussi, je pense que je l'ai dit sur le podcast. Ce serait intéressant de savoir si son contrat a été restructuré. Parce que justement, quand on parle de structure, Gabriel Gervais a repensé cette structure sportive-là au CF Montréal. Je pense que l'entraîneur est un peu plus engagé dans le recrutement, dans la construction de l'effectif. Ça, je sais pas... Ben ça, c'est le départ d'Olivier Renard. Ben oui, c'est ça. Qui a ouvert cette porte-là, parce qu'Olivier Renard, c'était « Moi, je construis l'effectif, je le mets dans ton vestiaire, toi, tu gères le vestiaire. » Parce qu'au mois d'août, il a sondé du monde à savoir qu'est-ce que je fais avec ça, comment je deal. Laurent Courtois, à travers la Ligue, comment je deal avec le fait que... Une restructuration de contrat? Je sais pas s'il y a une restructuration, je sais pas si le terme est bon, mais il y a des tâches qui vont m'être ajoutées. Fait que voilà.
Fait que là, si tu négocies bien, tu dis, tu ajoutes des tâches au contrat initial, on va ajouter des dollars ou des années. Tu pourrais, oui. Ou, je sais pas, tu peux... je sais pas. Un vouchers... Pour de la TopNet. De TopNet. Mais oui, exactement. Peut-être un troc de TopNet qui recule au moment où on parle chez eux. Elle est bonne en passant. Hein? Très bonne. Très, très bonne. Puis justement, tôt comme ça le matin, à 3.9, c'est pas si mal. On va se rendre. Ouais, on enregistre à 13h33 quand même. Là, c'est pas si mal. On parlait d'Olivier Renard, il y a un paquet de questions qui a été posé, c'est parti dans tous les sens, parce que surtout avec une saison comme on vient de vivre et le nombre d'intervenants, tu as plein de sujets que tu veux aviser. As-tu été surpris que tant les questions que les réponses qui ont été données soient si loin du dossier Olivier Renard, Mathieu Choinière, le mois de mai et compagnie? Ces mots-là n'ont pas été prononcés. Non, c'est ça. En 2 heures. C'est ça mon point. Moi, je suis surpris parce que il y a beaucoup été question des moments plus difficiles à l'été, du bon début de saison, du fait que ça s'est gâché par la suite, de l'excellente fin de saison, mais j'ai été surpris un peu surtout pour les joueurs, qu'on n'identifie pas ce moment-là comme le début de la passe vraiment difficile cette saison. Mais je pense que, puis c'est pas mauvais comme ça, mais comme les partisans, on est sur les volutes de la fin de saison. Ah ouais. Tout le monde était dans cet esprit-là. C'est bon ou c'est un piège? Je qualifierais même les journalistes. C'est bon ou c'est un piège? Oh. Non, mais parce que la question a été posée à Gabriel Gervais, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous analysez la fin de campagne? Comment vous faites pour prendre du recul? Il faut que tu regardes ce qui s'est passé en milieu de saison aussi. Là. Laurent Courtois, j'ai trouvé ça intéressant quand il a dit les départs de joueurs internationaux à l'été. Je ne m'attendais pas à ce que ça ait un impact aussi important. Puis ça, il faut le prévoir en début de saison. Peut-être que ça rejoint ma trame narrative que j'ai dit toute l'année, mais comment j'ai expliqué, puis comment on me disait, puis on se posait la question, il revient-tu Laurent Courtois, comment on évalue sa performance jusqu'ici? C'était l'impossibilité, puis il l'a exprimé lui-même. C'est un entraîneur recru, il a appris, tu sais. Voir des joueurs partir comme ça en CONCACAF, là, on savait, là. On savait qu'en milieu de saison, il devait partir. Qu'est-ce que ça engage, ça? Puis il a compris, ça engage que va falloir que tu... un mercredi à Columbus, il va falloir que t'en fasses entrer un aussi pour lui donner du temps. Il va falloir que tu prépares, il va falloir que tu anticipes tout ça. Là. Parce que rappelle-toi, ils sont partis d'une shot, Choinière et Piette, notamment, qui était le milieu de terrain, qui enchaînait. Mm-hmm. Soudainement, on s'est retrouvé avec deux nouveaux gars au milieu de terrain du jour au lendemain. Et Waterman a suivi pas longtemps après. Oui, c'est ça, exactement. Puis tout ça, c'est de la planification. Tout ça, c'est un entraîneur qui a du métier et l'a appris. Puis la gestion du vestiaire, la gestion des médias encore, ce sont tous des choses qu'il a appris. Il a un peu sur le cœur avec les médias. C'est ici que il dit j'ai amené mes enfants au centre Nutrilait. Ça a été beau d'ailleurs ça comme témoignage de Laurent Courtois qui a trouvé je sais pas de la validation ou de la fierté de voir ses garçons venir le visiter cette année. Puis il a dit je les ai amenés ici. Ça c'était pendant le bilan qui avait lieu au centre Nutrilait. Puis je leur ai montré regarde c'est là où les médias s'installent pour me mitrailler. Il y a Jean-François Théotonio qui s'est pris une petite flèche. C'est comme... Ben non écoute. Il y a Jean-François Théotonio qui s'est pris une petite flèche avec un... Ça, c'est quand tu pensais que j'allais me faire virer. Il y en a eu 2, 3. Il est arrivé aussi. Dépêchez-vous, j'ai un brunch. Ah ouais. Je sais que Posez-moi vos questions sur Coccaro, Martinez puis Victor. Let's go. Ah ouais. Que ça finisse qu'on aille manger. J'ai du monde qui m'attend. Je sais que c'était des blagues, là, mais ça, par contre, t'es là pour un bilan, puis c'est important dans une certaine mesure. Il décide de faire le bilan. Est-ce qu'il est fait de la bonne façon au niveau de communication? Tu connais mes positions. Je pense que les gens qui nous écoutent depuis longtemps connaissent mes positions. Mais au moment que tu le fais... Ceux qui nous écoutent pour la première fois, mettons, non. Et tu t'assois, puis tu le fais de bonne façon, puis t'es aussi... t'as un a priori, ça fait partie de la job. En 2024, dans le sport professionnel... Ça fait pas partie de la job, c'est un des moments les plus importants. C'est le premier moment de 2025. Tu sais quoi, Laurent Courtois parle qui a fait progresser les gens, là, puis lui, puis il dit qu'il est pas bon en communication, du moins c'est pas sa force, c'est ce qu'il dit.
il devrait peut-être prendre un petit cours de Jesse Marsh, notamment. Comment dealer avec les médias ou comment entrevoir, comment conceptualiser, comment penser, comment je dois faire, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi mes responsabilités devant les médias. Parce que répondre, Jean-François Théotonio, sa question à l'époque était peut-être un peu maladroite, puis c'est vrai qu'il était tourné le fer d'emblée après une défaite. Mais si tu regardes Jean-François Théotonio travailler, tu sais que c'est pas lui qui essaie de... Quand tu es dans une équipe qui a eu 10 entraîneurs en 13 saisons, aussi, faut-tu t'attendre à cette question-là. Puis, je pourrais faire 1000 affaires puis revenir sur 1000 points de sa façon de répondre, Laurent Courtois, mais moi, ce que je lui dirais aussi, c'est qu'il va falloir qu'il se rende compte, Laurent Courtois, qu'une question comme ça, puis les questions en général, puis quand il se présente devant les médias, quand il parle aux partisans, c'est pas un test, c'est une opportunité, OK? C'est du leadership, on te demande, c'est une position de leadership, on te demande d'en avoir dans le vestiaire, mais devant les partisans, puis devant le monde aussi. Bref, moi, écoute, tu sais, puis c'est un métier de redondance aussi. Il va falloir que tu répètes, constamment. Ça, l'an prochain, il faut l'aider. Là. Le club a un job à faire pour pas tout le temps le mettre en position pour que 2, 3, 4 fois par semaine, tu sois prêt à répéter la même affaire. Je veux dire, tu vires fou à ce moment-là, puis je pense que ça rend la chose pénible. Non? Oui. Mais en même temps, il faut que tu te rendes compte sortez Laurent Simon, sortez... Tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui aussi te consomment pas dans le... Qui te consomment seulement là. Exactement. Ouais. Puis qui ne te consomment pas à longueur de semaine. Là. On ne discute pas du CF Montréal 24 heures sur 24 comme on le fait du Canadien de Montréal. Non. Martin Saint-Louis, lui, justement, qui revient à chaque jour pour dire, écoutez, j'ai répondu hier à cette question-là, puis ça a été débattu et redébattu. Il y a des gens qui arrivent des fois après 2 semaines qui font « Hey, you, Wanyama, tu peux pas faire... Oh, je vous l'ai dit. » Non, il va falloir que tu le redises et dises encore parce que la MLS a une structure qui s'appelle le joueur désigné, puis c'est ton joueur à qui tu donnes le plus d'argent, de loin, dans une équipe qui dépense pas beaucoup. Puis il va falloir que tu le redises que Wanyama n'est pas là, puis pourquoi il n'est pas là. C'est la vie. Il était pas super, d'ailleurs. Wanyama, il était bon. Hein? J'ai été respectueux envers Victor Wanyama. Oui, ça a été... Il a toujours été respectueux. En même temps... Là où on pourrait pousser le débat, c'est pourquoi Wanyama n'a pas été plus utilisé en début de saison. En fait, il n'a jamais fait partie des plans. Puis ça, c'est un peu particulier, vu son expérience, vu... Ce qui est particulier, en fait, c'est que Wanyama ne soit pas parti en milieu d'année. L'attention par rapport à Wanyama aussi, je pense pas qu'il est arrivé super en shape, sous réserve, là. Il n'est pas arrivé avec un couteau entre les dents nécessairement en disant « je vais reprendre mon poste ». Puis les autres ont vu en Choinière et Saliba le milieu de terrain pour le style de Laurent Courtois. D'ailleurs, Caden Clark, Choinière, Saliba, c'est du volume, c'est des gars qui sont capables de répéter les efforts, c'est ça. Puis ça, c'est une affaire à retenir en s'en allant dans l'entre-saison. Quel genre de profil on va avoir, quel genre de profil on va aller chercher aussi, puis qui reste ou qui part, tu sais. Puis même Gabriel Gervais le dit à mon ami, il a dit on a besoin de quelqu'un qui est physiquement... Qui est capable de tenir la route avec les efforts physiquement, les efforts qui sont demandés. C'est pas Joseph Martinez, ça, par contre, non? Ah là, on va repartir là-dessus. MVP, d'ailleurs, est-ce que Dieu existe? C'est ça la grande question après ce bilan-là. Et qu'il t'aime comme je t'aime? C'est Dieu qui va... C'est Dieu qui existe et qui est le seul à savoir si Joseph revient l'an prochain. Là. C'est ce que Martinez a dit lui-même. Il y a seulement Dieu qui sait si je reviens l'an prochain. C'est pas mon business, ça appartient au club. Mais il n'a jamais répondu à la question s'il exerce l'option. Veux-tu revenir, toi? Ça n'a pas été clair. Non, je pense pas. Qui veut revenir? En même temps, il a dit c'est leur... C'est leur droit d'exercer l'option, mais visiblement, il veut pas exercer l'option. On est exactement dans le cas de figure qu'on a dit. Ah ouais. C'est-à-dire, si je reviens, ça c'est Joseph Martinez, si je reviens, c'est pour 2-3 ans, ou du moins c'est pour un contrat qui n'est pas juste une année. Mais moi, on renégocie, puis je suis votre MVP, fait que il y a un petit bonus de MVP. Si c'était pas d'une phrase qui a glissé à quelque part qui était « On espère aller plus loin l'an prochain ». Moi, je dirais Martinez veut juste s'en aller. Mais qu'ils disent ça, tu dis pas ça si t'as pas une volonté de rester selon tes termes. Mais moi, je pense qu'on s'en va vers ça. Là. Tu renégocies. Puis là, la question devient plus est-ce que tu exerces l'option ou pas? Parce que tu peux l'exercer juste pour te protéger. Mais c'est est-ce que tu es prêt à t'engager avec lui pendant 2 ans? Mathias Coccaro dans les estrades. D'ailleurs, c'est bizarre cette histoire-là. Mathias Coccaro, c'est-tu un des gars qui était pas en shape? Non, mais attends une minute.
Moi, ça se défend, là. Y est-tu arrivé quelque chose ou pas? C'est pas ça qu'on a dit. Il te manquait-tu sa feuille de match? L'aurais-tu fait rentrer? Hey, tu l'aurais pas fait rentrer pour gagner des ballons de la tête de Tom Pierce face à Atlanta. Voyons donc. Non. J'aurais fait rentrer Sunusi avant lui. Ouais, OK. Puis Jules Anthony Vilsain, qui est de la tête. Tu sais, j'aime Jules Anthony, là, mais c'est pas un joueur de tête. Tu fais pas rentrer Coccaro pour aller mettre le bordel dans la surface de réparation. Voyons. Ouais, ça veut dire que tu es d'accord avec moi, mais tu veux pas le dire. Non, mais je peux voir, mais... Moi, j'ai tellement trouvé sur une autre planète. T'sais. Non, je suis d'accord, mais Jules-Anthony Vilsain n'a pas été bon sur la fin de saison. Sunusi Ibrahim n'a pas existé depuis le mois de juin. Il a été pris plus un sur l'aile. Il m'a surpris d'ailleurs. Je suis d'accord, parce que je l'avais mis dans le frigo pour jusqu'à l'an prochain avec la top net. Mais, tu sais, son dribble où... qui prend un carton? C'est Dax McCarthy qui prend un carton jaune aussi face à Atlanta. C'est ça qui amène. Coccaro fait pas ça face à Dax McCarthy. Moi, dans les cartes que j'ai, sportivement, c'est très compréhensible, surtout avec ce qu'il nous a donné. Écoute, il était à la chasse aux papillons, puis probablement qu'il voyait des points noirs aussi pendant qu'il chassait les papillons, non? Alors, bref, Joseph Martinez, MVP, pas de surprise là-dessus. Non. Samuel Piette, avec les deux trophées défensifs et la grinta qu'on donnait à Raheem Edwards. En passant, défensif, c'est voté en grande partie par les partisans. Mm-hmm. Good. Tant mieux. Puis la grinta, puis il le dit, écoute. Voté par les joueurs. Par les joueurs. Ça remet en contexte un petit peu le doute qu'on avait autour du capitanat de Samuel Piette au début de l'année, non? Son ascendant sur le groupe. Ben. Mais non. Je comprends quand tu débarques puis tu connais pas le groupe, tu connais pas ça. Il n'y avait pas de doute nécessairement. Y avait-tu un doute? Ben, on a considéré le donner à quelqu'un d'autre, non? C'est pas Joel Waterman qui a failli avoir le capitaine? Ouais. Bon. En même temps, c'est parce que c'était une vision. C'était pas tant sur son leadership qu'on voulait mettre Choignard puis Saliba en milieu de terrain. OK. Mais je veux dire, on revient à ce qu'on dit à toutes les 2, peut-être 3 semaines sur le cas de Samuel Piette. Attends une minute. On va backtracker. Juste parce que pour revenir sur Coccaro, parce que cette semaine, les salaires de la MLS sont sortis. Mm-hmm. Puis ça revient encore 800, là. 880. Ça, là, cet épisode-là, on va l'appeler on vous l'a déjà dit. Mais en même temps, il va falloir faire ce que je dis à Laurent Courtois. C'est trop prétentieux, ça, Jacob? Non. On vous l'a déjà dit. Ouais, c'est un pouce dans les airs, fait que c'est trop prétentieux. OK. Mais en même temps, il faut que je me rende compte que nous aussi, on a un métier comme Courtois, il y a un métier de récurrence à rappeler, parce que c'est pas tout le monde qui écoute toutes nos on a combien de podcasts? Mais quand à la maison, tu dis à ta blonde ou à ton gars, je te l'avais dit, ça passe-tu bien d'habitude? Ou... Oh. 3 des 10 salariés, du moins de ceux qui sont les mieux payés chez le CF Montréal, il y en avait 4 sur la feuille de match. Des 4 plus hauts salariés, il y en avait un aussi qui startait. Martinez, les 3 autres étaient des estrades. Wanyama, Coccaro, puis Lapalainen étaient des estrades. Écoute, c'est parce que là, est-ce qu'il faut parler de Olivier Renard? Il y a beaucoup de circonstances, mais on parle de construction de cette équipe-là. Ce qu'on se rend compte que c'est de la construction. Moi, je me questionne sur les bases. Tout le monde accepte qu'il y a des bases solides. Tout le monde a dit, Samuel Piette a dit, on a des bases solides et on a construit sur des choses. Puis on le fera la semaine prochaine d'exercice, à savoir c'est quoi les bases, c'est qui part, qui revient, comment, c'est quoi l'horizon 2025. Mais c'est quoi les bases qui restent après cette séquence-là aussi? Entendu que Martinez s'en va, entendu que t'es pogné avec Coccaro. Pourquoi Martinez s'en va? Wanyama... Tu peux pas entendre Wanyama ça. s'en va. La Palainen s'en va-tu? Tu veux qu'on va leur conduire à l'aéroport? T'es-tu sérieux? Tu poses la question pour la Palainen et Wanyama? Les deux. Non, les deux s'en vont. Non, OK. Ça, parfait. Mais c'est le fun, t'as de l'argent? Ouais. Mais quoi? On l'a dit, Wanyama, c'est pas tant Renard qui le garde, c'est le club qui décide de le garder. Ouais, parce que trop de joueurs quittaient. Mais là, il y a un gros travail de construction. À défaire ce que tu as en ce moment, ce que tu as qui est brinque-ballant, qui est tout croche, ou qui est pas drette nécessairement. OK. Tu me suis dessus? Je te suis en termes d'effectifs, mais moi, les bases, les fondations dont on parle, moi, je les vois dans le produit que tu as mis sur le terrain. Tu sais, ce qu'on avait promis
ou ce qu'on faisait miroiter avec l'arrivée de Laurent Courtois, c'était un retour à jouer au ballon. Un genre de Wilfred Nancy. On s'éloignait de l'Osada qui voulait jouer vite, puis il n'y avait pas un produit abouti. C'est ce que tu as vu sur la fin de saison. Tu voyais des bribes de ça en début d'année, puis tu t'es complètement perdu au milieu. Moi, je pense que c'est là-dessus. Tu sais, tu demandes à un Caden Clark, tu demandes à un Bryce Duke, un Joel Waterman, Nathan Saliba, est-ce que tu as du plaisir à jouer dans cette équipe-là, version 7-8 derniers matchs? Leur réponse va être oui. L'an dernier, c'était qu'est-ce qu'on fait? C'est plate jouer dans ce groupe-là. On ne sait pas exactement ce qu'on est supposé faire. Puis c'est la raison pour laquelle le feeling, malgré la défaite de moins, de plus, ou plutôt la victoire en moins cette année, la vibe était bien meilleure. Puis c'est en grande partie parce que les gars qui vont revenir l'an prochain, qui savent déjà qu'ils reviennent l'an prochain, ils ont hâte si c'est pour avoir l'allure de la fin de saison. Oui, assurément. Et on demandé à Piette aussi. Ça, c'est une autre affaire, parce qu'ils ont demandé la même chose, dans une certaine mesure, à Courtois, qui a eu une réponse, lui, qui parle tellement d'humilité, ou qui fait... Quel joueur a progressé sous toi? Ils ont tous progressé. Ça, bon, veux-tu la reprendre, Laurent? C'est correct. En même temps, je comprends un peu d'où il vient, parce que ça, c'est son dada, justement, de être passeur, aider chaque joueur, être partenaire avec chaque joueur, pas nécessairement leur dire quoi faire, mais être partenaire pour les aider pour eux-mêmes dans leur vie puis dans leur pratique, ils soient meilleurs aussi. Mais t'es-tu capable? Qui a progressé? Il y a clash cette année pour dire que on accompagne puis on dit non? Ouais. Qui a progressé? Saliba a progressé, OK. Ouais. Alvarez? Campbell. Tu mets Campbell? OK, ouais. Ben ouais, assurément. Est-ce que tu mets Duke? Ton Duke? Oui. Oui? OK. Oui. Vous êtes rapprochés, hein, Duke et toi? Oui, absolument. Caden Clark, as-tu progressé? On peut-tu compter ça? Ouais, je pense que tu peux donner le bénéfice du doute, là, que ce soit la structure, le système. Je pense que Joseph Martinez... Parce qu'il était meilleur avec les Red Bulls à l'époque, par contre. Dans une certaine mesure, tu comprends? En termes de progression, il est revenu à son niveau. Ouais, OK, mais je veux dire, ça reste une progression. Ça, je la mettrais pas mal plus dans la cour de Joseph Martinez que du staff, par contre. Peut-être que... Sirois, as-tu progressé? On s'entend que Sirois était bon l'an dernier pour un gardien recru. Moi, je pense qu'il reste bon pour un gardien de deuxième année. Est-ce qu'il a fait un énorme pas vers l'avant? Sa relance est correcte. Il y a eu plus de matchs où tu te demandais s'il était à côté, mais il y a eu beaucoup de matchs où il a été très bon aussi. Donc, je te dirais que même chose. Sunusi, as-tu progressé? Ben, je te disais oui par 1 000 de campagne en juin. Là, je te dis non. L'anomalie, ça a été sa période de 5 buts en je sais pas combien de matchs. Non, pas vraiment. Bref, non, c'est pas tous les joueurs. Là. Je pense que c'est là que tu veux t'en aller. Non, mais je voulais juste voir en même temps, je me disais qui a progressé, puis en même temps, quel positif on pense. Parce que Campbell, Alvarez ont progressé assurément, puis déjà, bref, on peut penser à eux pour l'an prochain. Saliba. Puis on peut même penser à eux pour un éventuel... parce qu'à un moment donné, c'était le désert, on disait qui on va revendre dans tout ça, ou tu sais, ils sont où les revenus? Parce que je l'ai dit, ceux qui ont écouté, qui ont lu mon article dans Québec Soccer, ça va être une partie du nerf de la guerre, là. Parce que les revenus vont augmenter, mais pas de façon faramineuse, là. On peut bien améliorer l'expérience VIP. Je pense qu'il y a des revenus à aller chercher là, mais Montréal va avoir besoin, pour suivre le rythme, de revenus de vente. C'est là où il faut que tu investisses. Moi, je pense que dans le passé, tu n'en faisais pas assez pour retenir tes cadres, tes vétérans. Le meilleur exemple de ça, c'est prendre 400 000, sacrifier les séries pour laisser Rudy Camacho partir à Columbus l'an dernier. Là, c'est qui l'an prochain, les cadres de cette équipe-là? Si Wanyama, en début de saison, là, basé sur notre feeling en début d'année 2024, si Martinez n'est pas là, si Wanyama n'est pas là, Coccaro, on se demande ce qu'il est capable de donner. Raheem Edwards, tu as vu sur la fin de saison qu'il peut être vraiment utile, mais il y a des moments où il... Non, Raheem Edwards, il n'est pas encadrant, là. Raheem Edwards... Non, mais on est allé chercher pour son expérience, en partie. Tu sais, quand lui et Rouen arrivent, c'était pour avoir des joueurs un peu plus âgés. Comme Tom Pierce, on a dit, il a 26 ans, il est dans un entre-deux. Ouais, mais il est dans un C'était une belle opération financière dans les circonstances. C'était un des Edwards puis Rouen. Pour Herrera. C'était top. Mais à mi-chemin, tu décides de te débarrasser de Rouen. Ce que je respecte pour faire de la place à un plus jeune, mais ils vont être où, tes cadres, l'an prochain?
Surtout en attaque, là. Peut-être que tu es capable d'aller chercher, quelqu'un, mais aucune garantie, je le comprends, de ne pas se mouiller là-dessus, mais Gabriel Gervais qui dit qu'il n'y a aucune garantie d'aller chercher un autre joueur désigné quand Victor Wanyama va quitter. Je comprends qu'il y a une obsession sur l'étiquette de joueur désigné en MLS, une obsession qui diminue un peu, surtout avec l'initiative U22, mais ça t'en prend au moins un l'an prochain, non? Moi, je comprends. Puis si cet investissement-là est remis sur l'ensemble de l'équipe, les 1,8 c'est plausible. Mais rendu à ce stade-là aussi, tu regardes le reste de la MLS, tu arrêtes là. Tout le monde. Il n'y a pas personne qui a 2 joueurs désignés. C'est ça. Voyons. Non. Puis, tu as raison, tu sais. Puis, pour la colonne vertébrale, prends le modèle du NYCFC, qui ont plein de jeunes de 19 ans aussi, mais ils ont 2-3 gars qui la culture, la culture d'équipe, l'identité, là. Maxime Morales qui était là aussi, Keaton Parks qui est là depuis 6 ans. Ah ouais. Keaton Parks est plus jeune, mais Thiago Martins qui est là. Tu sais, t'as une colonne vertébrale, ces gars-là sont en effectif, puis font partie du leadership, puis ils settent la barre assez haute aussi. T'as raison. Puis c'est là que je te parle de construction, puis c'est quoi les assises. C'est là qu'il va falloir aller chercher quelqu'un, puis pas se rater. C'est pas facile non plus dans les circonstances. Le bilan... Est-ce que c'est parce qu'on a posé la question sur la saison, le bilan, est-ce que c'est un exercice réussi aujourd'hui? J'avais pas anticipé. Ouais, j'avais pas anticipé ta question. Toi? Prends une gorgée. Est-ce que c'est un exercice réussi? Moi, par exemple, tu sais... Je veux pas aller dans la communication. OK, laissez faire. Non, pourquoi pas? Moi, je vais donner un exemple. Quand Nathan Saliba sort, comme dans l'ordre, c'était la remise des prix du trophée Giuseppe Saputo, Joseph Martinez, après les 2 autres trophées, Samuel Piette. Puis là, on enchaîne une série de joueurs avant que Laurent Courtois et Gabriel Gervais parlent. Le premier de cette série de joueurs-là, c'est Nathan Saliba. Moi, mon réflexe, puis j'adore Nathan, puis je trouve que sa perspective est intéressante. Mais je pense pas qu'il a la maturité à ce stade-ci de la carrière d'être capable de parler au nom du groupe. Je pense pas qu'il va s'avancer pour divulguer des points marquants. Tu sais, lui, il avait son année à gérer, qui est seulement sa 2e. Non, mais moi, tu parlais de l'ordre. Non, mais attends, le même. Non, mais attends. OK, excuse-moi. Mais là, quand ça se ramasse à parler d'Alessandro Biello dans un bilan de fin de saison, je veux dire, c'est là où je me dis, il y a quelque chose. Puis ça, c'est au début, là, sachant. Non, mais ça, c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Mais il faut que le CF Montréal se rende compte à qui il parle. C'est ça. Parce que ceux qui nous écoutent, on va en parler de Biello. Là. Vous serez là la semaine prochaine. On va en parler. On va parler de Saliba aussi. Puis la question vous le connaissez aussi. Est intéressante et pertinente. Ouais. Mais c'est parce que tu te ramasses dans une situation où tu te dis, on va y demander quoi d'autre à Nathan? Non, c'est ça. Exactement. Non. Puis s'il passe 4e, moi, je pense que tu dis, hey, Joel nous parlait de telle affaire, toi, tu l'as vécu comment? Hey, Sam souvent, en communication, CF Montréal est en réaction. C'est ça que je parle par rapport à Laurent Courtois aussi. Non, faut que tu dises déjà, Gabriel Gervais est arrivé avec un texte lu aussi, là. J'ai vu quelques commentaires passer là-dessus. Est-ce que ça... Parce que je me souviens, je pense que c'était à sa toute première... Quand il a été présenté comme président, je me souviens du clash entre Joey Saputo qui lisait puis lui qui et Gabriel Gervais qui faisait juste parler. Ouais. Puis là, avec le temps, je comprends, tu as peut-être des trucs que tu veux pas oublier, il voulait, dans le fond, plugger 3 points. tout ce qui s'est... Ouais, attends, il a remercié les supporters. D'ailleurs, good job au CF Montréal, parce que c'est quelque chose qu'ils ont négligé dans le passé, de remercier les fans. Puis ça a été fait sur plusieurs plateformes, par plusieurs intervenants différents. Gabriel Gervais en a été un. Après ça, il a parlé des partenaires. Bref, il y avait plusieurs sujets qu'il voulait s'assurer de cocher pour montrer que la saison était intéressante à plein de sujets. Mais je me demande à quel point ça donne un aspect trop corpo au message, plutôt que de juste en parler. C'est la réponse est dans ta question, là. C'est évident. Mais est-ce que ça fait que les gens Non, c'est juste que... Parce qu'il a bien répété après, là, à travers les questions, Gervais a été capable de remettre une couche avec les partenaires, a parlé du stade, des revenus, du fait qu'on n'est pas dans le clair. Qui parle au passé simple en passant? Moi, je vais essayer. Gervais puis Samuel Piette. Mais oui, Samuel Piette parle... Moi, Ce fut. Mais oui, qui parle au passé simple? Ce fut. Ah oui. Pourquoi pas? Ceux qui font partie de ton book club, peut-être?
Probablement. Non, au contraire, ce sont des professionnels de la communication. On essaie. S'il te plaît, en poulet. Là, juste en passant... Ça t'a fâché qu'on parle de com'? Ouais, mais c'est parce que je veux pas non plus être l'empêcheur de te tourner en rond. Moi, je l'ai dit depuis toujours. Il y a le contenu. C'est parce que tu démultiplies le message, là. Qu'est-ce qui va sortir? Puis il n'y en a pas 1000 qui va sortir, puis il n'y a pas l'antichambre, puis il n'y a pas BPM Sport qui va faire quelque chose là-dessus pendant une journée. On va parler d'une ou deux affaires, puis à qui on parle? À monsieur, il y a un effort de mainstream à faire encore par rapport au CF Montréal en tant que club, pas nous autres. C'est le fun puis c'est là que je disais par rapport, je reviens à mon commentaire sur ce qui a bien choqué les blogueurs, là, mais c'est le fun de savoir le milieu de terrain, mais à un moment donné, il y a 2-3 lignes qu'il faut que tu revoies dans le public, puis c'est ces 3 lignes-là qui restent dans le public, dans le mainstream du public. Faut pas que tu noies ton message avec tous puis rien, puis il faut pas que tu ouvres la porte nécessairement à trébucher sur quelque chose qui vient du champ gauche. Tes 2-3 messages pour cette année, c'est quoi? C'est Courtois revient? Courtois revient. On est content de cette fin de saison-là, puis on a des bases positives, puis on a fait des avancées. Tu sais ce qu'il a dit par rapport aux partenaires, c'est une grosse avancée. Il y a quand même 20 partenaires. Dans le Québec King, cette équipe-là, administrativement parlant, elle est dans une meilleure position cette année qu'elle l'était l'an passé, qu'elle l'était depuis quelques années, malgré une saison où il y a eu des grosses tempêtes encore, puis il y a encore eu un CF Montréal qui s'est lui-même par moment tiré dans le pied. Puis Joseph Martinez, on va checker ça. Ouais, c'est ça. T'as pas le choix. Il y a des choses que t'as pas le choix. Ça a été bien spiné, ça d'ailleurs, par respect pour tous les autres joueurs qui ont des options très bien à exercer. Ouais. Pour eux, leur famille, leurs agents, on va pas commenter sur le dossier spécifique de Joseph Martinez. Je sais pas qui a trouvé cet angle-là, mais bravo. Bref, en tout cas, puis il y a aussi un défi de présence. Bilan, on s'en va tous chez nous, puis on ramasse nos affaires. Il y a un défi de présence dans les médias aussi pour la suite des choses. Bref, moi, ce que je veux dire, je vais être dans le positif, OK? Je me suis promis ça. Je promis ça à Jacob aussi. Ah oui? Ouais. Je vais juste revenir sur... Il y avait du monde au stade pour le mardi contre Atlanta. Il y avait... Puis finalement, ça a pris du temps avant qu'ils dévoilent les chiffres. Mais c'était pas plein. 16 700 environ. Ah oui? Moi, je veux dire, tabarnouche, les ventes, là, top. Parce que reviens à 2016, tu as eu 2 jours. En 2016, rappelle-toi contre les Red Bulls de New York. Ouais, c'est un mercredi, si je me trompe. Tu as Piatti, Bernier, Camara, Simon dans ton équipe. C'est 22e tour, je pense, même des séries. Tu avais Manco. Tu as 3 jours. Ouais. Non, mais hey, il allait bien. Oh, il allait bien. Hey, il a mis Drogba sur le banc. T'as raison. Puis c'est l'année Drogba. C'était pas un jab. T'as 3 jours à ce moment-là, 3 jours de semaine. Là, t'avais 2 jours, dont un dimanche. Ceux qui sont en spectacle ou en vendage de tickets savent que le dimanche, en général, les gens n'achètent pas. Mm-hmm. Ils vont à la messe ou aux pommes. Un des deux. Ou citrouille. Ça dépend de la saison, exactement. Écoute, tu mettras un bip, OK, Jacob? On chie des fois tellement gratuitement sa tête du CF Montréal. Moi, l'ambiance qu'il y a eu là, le monde qui s'est présenté, Fred. top. En 2 jours, c'est la preuve que, justement, puis il y a des rédactions de salles de presse sportives qui devraient prendre des notes, puis le monde aime ça, puis le monde veut être là. Moi j'ai eu un gros problème. J'ai eu des échanges avec quelques personnes et qui étaient déçus que ce soit pas sold out. Moi, j'ai eu les mêmes échanges avec des gens assez haut placés au club aussi qui étaient un peu déçus que c'était pas sold out. Ben, moi, là où j'accroche, là, c'est que il y a assez d'opportunités de renoter des choses qui vont pas bien au CF Montréal. Il va toujours avoir du temps pour casser du sucre sur cette organisation-là. Mais là où moi, ça me rentre pas dans la tête pourquoi, quand ça va mal, on se contente de dire que ça va mal, puis on cherche pas à nuancer avec les choses qui vont bien aussi. Mais quand ça va bien, on cherche les choses qui devraient être mieux faites. Tu sais, on n'en sort jamais. Si quand c'est positif, tu cherches du négatif, puis quand c'est négatif, tu te concentres sur le négatif, je veux dire, on est où, là? Puis je comprends le CF Montréal, sa part de responsabilité. Tu sais, tu viens de le dire, il y a peut-être des gens qui avaient même cette posture mentale-là, ce thinking-là au club pour le match de mardi. Donc, c'est sûr que ça infecte
à quelque part tout l'écosystème à Montréal puis au Québec. Mais là, il faut en sortir de ça. Là. Il faut. Puis c'est pour ça que je trouve ça intéressant que Gabriel Gervais souligne les partenaires, souligne ce qui s'est bien fait, la présence des supporters et disent, tu sais, notre stade a été un endroit incroyable toute l'année, plus haut, plus fort, sur tous les toits, s'il vous plaît. Et c'est ça qui, éventuellement, va peut-être faire sortir un peu du cynisme qui est toujours là, même quand tu accueilles un match de série à Montréal puis tu as juste 2 jours pour les vendre. On se plaint de ceux qui sont pas là. Un Christy de match des séries. Ben oui, avec du bon contenu. Tu sais, avec du gros contenu du CF Montréal. Pour moi, c'était par un 1000 de campagne la meilleure équipe sur le terrain en première mi-temps. Je disais, Atlanta est arrivé, menait 2-0. Un 1000 de campagne. Non, Arrête. Ben voyons donc, Fred. Atlanta a fait un bon match d'équipe sur la route, a fait exactement ce que Montréal a fait aux autres. Parfait. Opportuniste. Oui, puis dans ces matchs-là, Professionnel. dans ces matchs-là où Montréal faisait ça aux autres, est-ce qu'on disait que le contenu était super intéressant? Non. On disait qu'il faisait un excellent match sur la route. J'enlève absolument rien à Atlanta. La meilleure équipe de ballon dans ce match-là, c'était même pas proche. Après, c'était pas un concours de beauté, c'était pas un concours de jeu léché, c'était un concours de t'es-tu capable de gagner le match en 90 minutes ou en tir au but? La réponse a été non, t'es éliminé. Chapeau à Atlanta. Mais Montréal mais c'était même pas proche. Moi, hey. Je trouve un peu chiant Voyons par rapport à donc, Atlanta, parce que c'était pas si mal, ça mi-temps. jouait mieux, était plus rapide au milieu de terrain. Parce qu'ils jouent en transition, je comprends. Ouais, peut-être. C'est Mais sûr en même temps, il y que avait ça plus allait vite. d'idées au milieu de terrain pour Atlanta que, contrairement, il n'y avait pas beaucoup. Mais voyons il y avait donc, pas les beaucoup 20 de premières Mercedes minutes, Jaquil Stadium. Marshall-Ruddy, Joseph Martinez, Nathan Saliba, Non, ils ont c'est été toutes bons. des chances. Non, je là. fais juste disputer que le monde d'écart. Moi, j'ai vu 2 équipes d'un niveau semblable sur le terrain. Avec Montréal qui a un peu plus d'idées à domicile. Ben, c'est pas un peu plus, c'est beaucoup d'idées, puis beaucoup parce que tu es à domicile. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais écoute, dans la qualité du jeu, moi, ce que je disais, c'est qu'à 2-0, Atlanta est arrivé dans le vestiaire, puis on dit, pars le char. Puis la Raym deuxième- Edwards, tu le sors-tu à la mi-temps? Raym Edwards, Ça, je comprends pas, Fred. c'est quoi le pire match? Atlanta ou Charlotte de Raym Edwards? En toute honnêteté, là, j'ai pas regardé le match à nouveau parce que je le regardais dans les estrades. Le pire match, tiens, Parce qu'il était bon, Raym Edwards, mais il était inconstant cette année. ce qui fait que pour Charlotte, moi, il n'y a c'était pas mauvais. d'affaire sur le terrain à la 46e minute contre Atlanta, c'est Charlotte. Il te l'a fait il y a 2 semaines. Il est en train de te faire le même truc. Puis c'est quand il est fatigué, parce qu'il a joué quelques jours plus tôt. Il avait joué les 3 matchs, si je ne me trompe pas, la semaine ouais. avec Charlotte. Oui, il avait tout joué. Tu sais, puis il a juste perdu tous ses moyens. Puis tu vois que Raheem Edwards, quand ça flanche, tout flanche. La technique, la tension, La le lucidité. physique, tu sais, tout est parti. Je pense que c'était au bout de 20-25 minutes que j'ai tweeté mardi. Il faut que Raheem Edwards sorte à la mi-temps. Là. Puis c'est pas de sa faute. C'est pas un jab envers sa personne. Il avance plus. Ouais. Tu as roulé les dés sur lui pour le reconduire dans le 11 de départ. Moi, Courtois, j'ai aucun problème avec ça parce que ça se justifie. C'est un pari. Il n'a pas marché ton pari. Après, fais pas une deuxième erreur en le laissant là. 3 minutes après sa sortie, Tom Pierce avec son pied gauche, bang, bang, centre, Martinez marque. Si Tom Pierce rentre à la mi-temps, t'as pas 2-3 centres qui peuvent faire mal à Atlanta? Je suis convaincu que oui. C'est sûr, mais là, on refait le match facile. Mais Non, on mais refait... t'as raison. tu sais. Non, mais on refait pas le match. Ouais. Moi, Non, mais je suis comme d'accord, te dis, c'est je le vrai que disais c'était beau. Ouais. avant la mi-temps. Si on n'avait pas commenté là-dessus. Mais non, Raheem Edwards n'avait pas d'affaires sur le terrain en deuxième mi-temps face à Atlanta. Puis c'est plate parce que je te dis, moi, il a largement dépassé les attentes que j'avais envers lui. J'en avais pas beaucoup. Je me disais peut-être un gars de profondeur, un gars que tu utilises une fois de temps en temps. Il a été super utile. Mais ces 2 matchs-là, hey, Charlotte, c'était déjà compliqué, mais celui contre Atlanta, il est vraiment passé à Hey, côté. tant qu'elle a été chevelée, c'est le bilan. Là. Tom Pierce, as-tu vu son salaire? Les salaires sont sortis. 6, 5. 500 000. salaire de Écoute. Mathieu Choignard. Hey. À quoi? Mais non. Recommence pas. Mais pourquoi on recommence pas? Non, mais j'essaie de comparer avec d'autres left-backs, là, puis j'ai pas eu le temps de tout faire ma recherche. Puis je pense que la semaine prochaine, dans notre prochain podcast, on pourra faire des bons comparatifs dans la ligue. Mais je regardais Claudio Bravo à Portland, 380 000. Puis je regardais Brooks Lennon, Qui est solide. puis ça fait un moment qu'il est solide. Ouais. 740. Ouais, c'est ça. C'est correct? Mais moi, ce que je... Là où ça Non, devient- mais je veux pas non plus dire je veux pas qu'on fasse un constat direct.
Non, mais à Je partir suis juste surpris, 500 000, c'est pas mal. Pour un left-back, avec une position d'international aussi, parce que c'est un Anglais, dans une circonstance où, tu sais, tu me parlais la semaine dernière, Maxime Crépeau, reviendrais-tu à Montréal? Tu le prendrais-tu avec un salaire, Maxime, 600 000? Moi, je le prendrais n'importe quand dans n'importe quelle équipe, Max Crépeau, puis je le prendrais demain matin, surtout à Montréal. Mais je peux comprendre que tu me dises, hey, 600 000 pour un gardien de but, projet, que ce soit Maxime Crépeau ou Pierre Casillas, nous, on fait pas ça ici. 500 000, on fait ça à Montréal pour un left-back. Sur des routes de pluie. Si tu compares au reste de la Ligue, la question va rythmer mon début de saison 2025. Comme 2 wake-up et un café gris. Exactement. Bon. Yes. Moi, les 500 000 de Tom Pierce, ça ne me dérange pas vraiment. C'était Eric Lapointe. Bon, c'est le fun. C'est le décalage un peu. Tom Pierce, le problème que j'ai avec le 500 000, c'est qu'il n'y a même pas eu d'alternance entre lui et Raheem Edwards quand t'enchaînais match après match. T'as vraiment non, c'est pas grave ça. Non. T'avais ton 11, puis Edwards a été bon par moment, puis a été solide. C'est juste qu'il se délite, il s'effondre à un moment donné quand tu t'en attends pas. Moi, non. Ben à partir de maintenant, on s'y attend pour l'an prochain. Non, puis il a réussi son pari. En même temps, tu dis ça, ton argument vaut pas parce qu'il a réussi son pari à aller en série. Le seul pari qu'il n'a pas réussi, c'est de finalement passer au travers. Parce que tu n'avais pas le luxe de gérer. Là. Il est allé all-in à chaque fois. Il est allé all-in à Charlotte. Wow, tu me fais dire ce que j'ai jamais dit. Là. Hey, je vais te faire dire ce que je veux. Okay? Tom Pierce, si Laurent Courtois décide ça, ça va. Mais là, c'est pas Laurent Courtois qui a recruté Tom Pierce. Celui c'est Corey Ray et surtout Gabriel Gervais, qui, comme directeur sportif, consultant, directeur sportif par intérim, sont allés chercher un gars. Moi, je pense que quand tu t'en vas recruter un left back en milieu d'année, en championship, que tu lui donnes $1 demi-million, tu t'attends à ce que tu as plus de sorte. Ben oui. Est-ce qu'il joue? Puis après que Courtois décide de ne pas le faire jouer, je te dis, je continue de penser que son pied gauche, c'est une arme qui aurait pu te faire beaucoup de bien. Mais tu es allé avec Edwards, puis ça a fonctionné, chapeau. Après, ton constat dans ton recrutement, ta hiérarchie, puis les dépenses que tu as faites, c'est un peu bizarre que Tom Pierce joue pas plus qu'il a joué si tu payes 500 000 pour l'avoir. Ouais, plus ou moins d'accord, parce que je pense que puis ça a été démontré 1001 fois, puis Piatti, c'était l'exemple le plus probant ici, et ça prend du temps à t'adapter à cette ligue-là, puis c'est ça que j'entends pour Tom Pierce. C'est l'adaptation au style de jeu. OK, puis ça, je suis prêt à te le donner. S'il y avait eu plus de cordes, c'était où si le CF Montréal avait eu plus de temps ou était plus à l'abri ou dans une meilleure disposition. Fait que selon toi, en juillet l'an prochain, Tom Pierce joue plus souvent. Ah, Tom Pierce, dès le début de l'année, joue... OK, ben si c'est ça. L'an prochain, Tom Pierce joue 28 matchs au moins. Okay, je ne te mets pas 34 parce que blessure, parce que gestion. Et Edwards, c'est où, lui? Bonne question. Mais non, ça, c'est la semaine prochaine. OK, c'est bon. J'essaie de dégrainer mes points là, pour que les gens comprennent qu'il y a un peu de méthode. Là. Corey Ray, toi, ça te dérange-tu qu'il soit toujours consultant à ce moment-ci? On est quoi, là? Ben en fait, 25 octobre? Ce qui m'intrigue plus, c'est que Gabriel Gervais, puis là encore, j'essaie de lire entre les lignes des tourneurs de phrases. Un peu comme j'ai fait avec Martinez qui a dit « On espère aller plus loin l'an prochain ». Quand Gabriel Gervais dit « On veut », puis je pense que la réponse est en anglais, « On veut aller chercher quelqu'un pour venir nous aider à la direction sportive ». Ça sonnait pas. Parce qu'on lui a demandé, veux-tu un directeur sportif? Es-tu toujours en anglais? Es-tu toujours à la recherche d'un technical director? Es-tu toujours à la recherche d'un DG, d'un DT, d'un DS? Ça sonnait pas beaucoup comme Corey Ray va changer son titre de consultant en directeur sportif. Non? C'est-à-dire? Ben moi, si j'entends quelqu'un dire on veut aller chercher quelqu'un pour venir nous aider dans le département à organiser ou on a déjà un gars qui décide. Ou la structure décide? Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas Corey Ray. Moi, ce que je vois, non? Okay. Ben, si tu dis on veut aller chercher quelqu'un, c'est pas on veut nommer, on veut trouver la bonne personne. Puis c'est pour ça que je te dis, peut-être que je lis trop loin entre les lignes, mais moi, il y avait un genre de on l'a pas à l'interne, puis on veut aller la chercher, cette personne-là. Elle n'est pas dans le bureau d'à côté comme consultant. Moi, ouais. Mais moi, c'est parce qu'on lui a demandé, mais il semble être en lice. Il est encore là, puis il va continuer à aider Corey Ray. Moi, cette réponse-là,
c'est pas incongru. Je pourrais très bien, il pourrait très bien nommer demain Corey Ray. Puis justement, peut-être ça en être gardé au niveau communication, ça en être gardé dans les poches pour faire un autre splash ou du moins une autre présence médiatique. Ça, c'est un. Mais en même temps, 2, qu'au 25 octobre, au bilan, alors que tu vas faire des exit interviews, tu vas parler aux joueurs. C'est pas Laurent Courtois qui les fait, les exit interviews, d'ailleurs? Entre autres. Il savait pas quand Joseph... Il a dit, j'ai parlé à Joseph Martinez, parce que je sais pas si je vais le revoir demain ou... Ça, c'est vrai. Ça, c'est une bonne question. Mais en ce sens... Quoique Olivier Renard faisait les entrevues de sortie et c'était pas Wilfrid Nancy. C'était pas Wilfrid. En tout cas... Mais là... Peut-être, mais mon point, c'est que ce soit le consultant. C'est un peu spécial qu'il ne soit pas nommé après toute cette séquence-là. Ben, peut-être que tu voulais attendre. Parce qu'il arrive au milieu de l'été, là. Puis t'as besoin de combien de temps pour... Justement, on a revu les pratiques, les façons de faire pour le recrutement. Les façons de faire les rapports, à ce que je comprends, sont arrimés avec Bologne. On travaille un peu plus Bologne-Montréal de façon semblable, à ce que je comprends. Non? Oui, mais ça, on peut-tu voir le formulaire ou on peut-tu... non, mais en même temps, il y a une optimisation. Hey, Bologne, là, c'est peut-être leur directeur sportif. Comment il s'appelle? J'oublie son nom, je l'ai ici, en tout cas. Ils ont fait la sacrée job depuis 2 ans. C'est pas pour rien, là. Ils ont tout vendu aussi, puis je pense pas qu'ils ont repris tant que ça. Mais ils ont fait de la sacrée job. Si cette expertise-là, elle est structurante... attends, je vais avoir son nom là, ici. J'oublie rien. Les gens, je suis sûr que les gens sont à la maison et se sont dit comment il s'appelle? En tout cas, c'est pas grave. Là. Corey Ray, à partir de... Moi, la question, c'est le 27 novembre. Sartori. Sartori. Comme j'allais faire une joke que j'ai... Tu fais une joke de pâte, là. Il va falloir que je lève la main sur toi. 27 novembre, c'est la date butoir pour exercer ou pas les options des joueurs du CF Montréal. Ça va un petit peu plus tard pour les équipes qui font les finales. Ça, as-tu un directeur sportif? Au 27 novembre, as-tu un directeur sportif? Mais c'est ça ma question. Puis, est-ce que tu peux commencer à exercer ou pas? OK. Mais est-ce que tu peux exercer ou pas des options avant que ton directeur sportif débarque? Oui. Comment? Ce gars-là va débarquer puis tu vas dire, ben moi, j'ai exercé l'option de Joseph Martinez. Il arrive puis il dit, moi, je veux rien savoir. Là, ça part tout croche. Tu peux pas? Hey, c'est gros, là, ce que tu es en train de construire. Joe, non, mais c'est réglé. Ouais. Martinez, c'est réglé, non? Parce que le gars va arriver, il va dire, moi, je veux rien savoir de Martinez. Laurent Courtois va dire, hey, je l'ai eu il y a 1 an, moi. Je le sais. Puis là, ça pourrait être positif et négatif. Moi, je pense que... Mais... Non, mais prends Joe Gabriel Gervais vient de dire aussi, on a besoin de gens qui répètent les efforts. C'est pas le profil de Martinez, non plus. Ouais, mais moi, là, j'ai trop lu? Ben non, t'as pas trop lu, mais on veut un marathonien Ironman, mais on sait pas s'il va marquer. Mais on a un, je veux dire... Non, mais ils ont du monde. Ils n'ont pas arrêté de recruter. Ils ont du monde, là. Tu sais, il a insisté pour dire que Pierce puis Bougaille, non, Marshall Rutty puis Clark étaient déjà pistés par Montréal avant. Là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. OK? OK. Mais je t'apprends rien. Toutes les équipes ont une liste de gens qui pistent. Puis avec le Bologne aussi, moi, je pense que Pierce et Bougaille, c'est en ce qu'on m'a dit, ce sont les banques de données de Bologne qui les ont flagués. Gabriel Gervais l'a dit. C'est ça. On est passé par Bologne pour ces 2 joueurs-là. Bon, c'est ça. Plutôt cette année. Ils ont été flagués parce que Pierce jouait plus beaucoup dernièrement. Mais puis, à ce qu'on m'a dit, c'est la même chose aussi pour Clark. Ça, c'est intéressant. Pour Minnesota, leur base de données, il faut dire ça aux gens. Clark, là, dans des bases de données de Minnesota, il sous-produisait, puis il l'aurait pas pris, puis il voulait s'en débarrasser. C'est chiant pour le joueur, mais c'était une vidange pour Minnesota. Mais inversement, pour les chiffres de Montréal, est-ce que je comprends, puis peut-être que ça a été enjolivé maintenant qui est bon, mais pour les chiffres de Montréal, eux, justement, ils avaient des indicateurs qui disaient, dans notre profil, c'est un gars qui correspond à notre profil aussi. Samuel Piette, j'ai trouvé ça intéressant de l'entendre dire, t'essayes de t'informer un peu quand un gars comme Caden Clark arrive, puis t'entends difficile à gérer, un peu, pour que Samuel Piette le dise, ça, on the record, et pour finalement dire... Il a été top, il a été extraordinaire, il a été un super coéquipier, puis il a été très bon. Ça montre que
les échos que toi, tu as eus sur Caden Clark au Minnesota, ça ressemble beaucoup à ceux qu'on avait aussi dans le vestiaire du CF Montréal avant. Peut-être qu'on m'a dit aussi, c'est pas la grosse tête, mais il est revenu d'Europe en passant que justement, il était peut-être un peu arrivé aussi. Tu sais. Ça se peut. Pour revenir, là, on parlait du cas Joseph Martinez. Ok, c'est peut-être trop un profil exceptionnel, mais Joel Waterman. Mettons que là, le mois prochain, ok, tu décides de donner un contrat de 3 ans. Parce que Laurent Courtois dit oui, moi je crois en lui, let's go, on est parti, puis on y va all-in avec Waterman. Parce que c'est son année d'option l'an prochain. Il a dit, on reviendra à ce que Waterman a dit dans un instant, parce que ça aussi, je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Mais le directeur sportif arrive, puis dit non. Moi, de ce que je vois, c'est pas lui, c'est Corbeau, ou c'est un autre gars que j'ai dans mes papiers, on le fait venir. Puis c'est moi qui décide de la construction de l'effectif. Mais je sais pas de quoi te répondre, parce qu'en même temps, oui, puis non. Dans le sens que tu peux pas t'asseoir sur tes mains jusqu'au 27 en attendant que tu aies trouvé quelqu'un. Mais t'attends quoi pour trouver un directeur sportif? Tu l'as dit toi-même, ça fait des mois. Ça, là, à un moment donné, ça qui est un peu surprenant. Puis on est... C'est ça qui est un peu surprenant. Puis est-ce que Corey Ray, tu dis, est-ce que Corey Ray reste consultant? Est-ce qu'il reste, tu sais? Puis peut-être que la réponse, c'est de toute façon, ça va toujours être, tu sais, parce que Olivier Renard, à son départ, a dit la dynamique de la chaîne de décision, là, où la chaîne de commande a changé depuis l'arrivée de Gabriel Gervais. Là, je ne suis pas en train de mettre un fardeau sur Gervais, mais il y a eu un point de bascule à ce moment-là aux yeux de Renard. Ben, peut-être que ce directeur sportif-là, eux, ils se disent de toute façon, c'est en haut que ça se décide, puis ce gars-là va gérer son étage, mais c'est pas lui qui va prendre toutes les décisions de toute façon. Peut-être que cet épisode-là va être caduque dans 2 jours parce qu'ils vont nommer Corey Ray peut-être. Puis si c'est la semaine prochaine, chapeau de l'avoir fait comme ça parce que ça étire la sauce puis je pense que tu as besoin de rester pertinent. Waterman, quand il dit je veux rester ici, je pense mais je dois réfléchir à où ma carrière... Waterman veut plus d'argent puis il veut un vrai contrat conséquent. Puis il dit, puis Montréal, inversement, on est-tu prêt à donner à Joel Waterman ce niveau-là d'argent pour combien de temps? Moi, je pense que c'est juste un truc de communication. Puis il y a pas un scénario où il signe un contrat et il part en prêt en Europe? Hein? Ça pourrait pas être qu'il veut aller jouer en Europe puis signez-moi, mais laissez-moi partir en prêt en Écosse ou en... je sais pas trop. Ouais. Ben, je sais pas, j'ai trouvé ça bizarre comme message. C'était ultra contradictoire. Je veux rester ici, mais c'est pas les seules considérations. Faut que je regarde où je veux que ma carrière aille. Mais de quoi on parle? Où ma carrière aille? Non, c'est juste que si vous me signez pas, moi je veux... C'est la même chose que Martinez. T'as une option, mais moi je reste pas à cette option-là, tu sais. Mais il dit que les conversations vont très bien. Ben c'est ça. Projet. Moi, je pense que... Il a pas dit le mot projet ou quelque chose? Moi, je pense qu'il fait... il dit ça juste pour dire, on est encore en négociation, ils sont mieux de me donner, on cherche le prix que je vaux. Parce que moi, je veux faire du cash. J'ai 27-28 ans. Je veux le meilleur contrat possible. Puis si c'est pas vous, il y a d'autres personnes qui seraient peut-être prêtes, puis je suis prêt à explorer le marché. C'était une négociation vieille comme le monde. Façon de faire. Il n'y a pas de... on finit-tu là-dessus, peut-être, sur le calendrier d'hiver? Il faudrait en parler, peut-être. Non, parce que la MLS, vous l'avez peut-être vu, la MLS... Non, attends, mais c'est ça. Juste pour situer les gens qui nous écoutent, qui ne savent peut-être pas, la MLS, songerait, c'est sorti dans The Athletic, ce qui est maintenant le département sport de New York Times, de sources bien informées. The Athletic, en général, font un excellent travail pour ça. La MLS évaluerait la possibilité d'avoir un calendrier scolaire, d'hiver, en quelque sorte, comme la Ligue nationale de hockey, comme l'NBA. Plus ou moins. En 2026, en vue de la Coupe du Monde aussi. Donc, le même calendrier aussi que l'ensemble de la planète soccer. Une grosse partie. Ouais, c'est ça. Là, c'est pour ça que je disais, c'était ça mon catch-22, c'est parce que je vous disais, on appelle ce podcast-là, je vous l'avais dit. Parce que moi... Fredé, il y a du flair puis il y a des connexions. Hein. Il a l'air de rien de même, là, mais j'en parlais dans mon podcast l'an dernier, en 2025, le défunt 11 Montréal, Feu 11 Montréal. Ouais. Que t'écoutais, je suis sûr? Oui. OK. Les autres étaient bien bons. C'est parce que c'est intéressant. C'est sûr que la MLS se posait... Puis
Gervais l'a confirmé, ça fait 1 an au moins que c'est parti. C'est parce que on l'a vu dans la dernière fenêtre des transferts. Je vais expliquer pourquoi on réfléchit à ça. OK? Dernière fenêtre des transferts, il y a plein de clubs, dont Cincinnati, qui se sont plaints. Ils disent, on a fait une offre de 20 millions sur un joueur. Le gars, ça y tentait, mais notre fenêtre des transferts fermait un jeudi. Puis ailleurs, il fermait une semaine plus tard en Europe. Fait que le gars s'est dit, ouais, c'est beau 20 millions, mais m'attendre une semaine, voir comment les dominos vont tomber en Europe. Puis au pire, on se reparle dans. Fait que ça a désavantagé eux, ça a désavantagé Charlotte qui courait après plein de gars, puis ils se retrouvaient avec un plan B aussi, avec Pep Biel aussi. Charlotte s'en est plaint, Cincinnati s'en est plaint parce qu'ils étaient menottés avec la fenêtre des transferts qui était différente des autres. Ça, c'est un. L'autre affaire, c'est la fenêtre des transferts l'été, qui est la saison morte. C'est en plein milieu de l'année pour la MLS. Ça peut avoir ses avantages aussi, hein. Ça peut aussi être un désavantage quand tu t'arrimes notamment à l'Europe aussi. Oui, mais attends, tu parlais du temps d'adaptation pour un Tom Pierce. Tu manges une saison au complet parce que les gars veulent pas... Tu commences à négocier en janvier. Il dit, je vais attendre de finir ma saison en mai en Europe. Donc là, tu manques toute la première moitié de saison. Après ça, le gars débarque, pas en forme. Ça lui prend jusqu'au mois de septembre, octobre à retrouver son air d'aller. Puis là, soit tu fais les séries ou tu t'en vas directement en vacances. Tu t'alignes aussi, deuxième affaire, tu t'alignes avec le Mexique, OK? Puis le Mexique, qui a une ouverture-fermeture aussi, qui est un peu plus, justement, que c'est pas pareil, mais qui est un peu plus calqué sur le calendrier européen ou le calendrier mondial. Si tu veux vraiment être en affaires puis avoir une vraie synergie, puis on parle de la Coupe des Ligues aussi, c'est le fun qu'il y ait une Coupe des Ligues ou la Ligue des Champions où on peut vraiment se mesurer. Parce qu'en Ligue des Champions, l'excuse pour la MLS, c'est toujours... On n'a pas commencé la saison. C'est ça, on est en pré-saison. Eux autres sont en plein régime. Puis eux, c'est la même chose pour la Coupe des Ligues. La Coupe des Ligues, eux autres sont comme, ouais. Fait qu'à un moment donné, puis à un moment donné, aussi l'an prochain, certains clubs vont arriver à la Coupe des Ligues, vont faire de la chenoute. Hein. Puis je pense qu'il y en a cette année, certains clubs qui ont comme fait, écoute, on va faire 2 petits tours puis on va retourner sous chez nous. Hein, tu sais. Fait que c'est pas, ça aide pas ta compétition, ça aide pas ta business. Réchauffement climatique. Pour de vrai, là. Écoute, il fait chaud. Qu'est-ce que tu préfères? À jouer à Houston à 50 degrés Celsius en août ou à jouer à Montréal à -3? J'ai croisé Zarek Valentine au Minnesota l'an dernier avec Patrice Bernier. Zarek qui vient de prendre sa retraite d'ailleurs. Puis il nous parlait de son expérience à Houston. Il dit, on venait d'avoir un enfant de tout l'été. On n'est pas sorti dehors. Moi, j'allais m'entraîner, je revenais, on allait en dedans, puis on bougeait pas. Il fait beaucoup, beaucoup trop chaud. Je comprends que notre réalité ici est complètement différente, mais pour le sud des États-Unis, qui est prioritaire, on s'entend sur le Canada, je sais pas si c'est prioritaire, parce que tu as d'autres marchés, Minnesota, tu sais, des marchés du Nord, ça va demander des efforts d'infrastructure. Minnesota, c'est pas Montréal non plus, là. Non, mais en même temps, Minnesota, c'est fret en tabarnouche, chaque fois. Oui. Mais c'est Montréal... Et le cas d'exception. Assurément. Bon. Mais non, mais il fallait avoir, tu sais, c'est parce que me semble que c'était clair à voir venir aussi. Puis moi, je suis resté sur ma faim, puis il y a peut-être des choses qu'il ne veut pas nous dire, mais on analyse encore la situation. J'aurais aimé avoir un peu plus de chair autour de l'os de la part de Gabriel Gervais à ce niveau-là, surtout que c'est sorti. Tu aurais voulu qu'il dise quoi? Mais juste pour je sais pas. Un peu plus de chair pour voir où on en est rendu, puis c'est quoi les défis du CF Montréal par rapport à ça. Puis juste pour finir aussi, il y a des gens qui disaient, mais là, c'est niaiseux, la MLS va se mettre dans un calendrier, ils vont se mesurer à NHL, à NFL, à toutes les autres ligues. First of all, si t'as de l'ambition, fucking bring it on, tu sais. À un moment donné, il va falloir que ton produit, si tu veux que ce soit le meilleur produit, mais tu vas y comparer au meilleur. Ça, c'est un. Puis, je veux dire aux gens, puis ça aussi, on est dans un métier de redondance, le mois de juillet puis le mois d'août, pour la télé, en général, pas pour rien, c'est que même les boss de télé n'écoutent pas la télé en nous. Hey, tu l'as fait, les codes d'écoute en nous, moi quand j'étais à TVA Sport, c'était catastrophique. Tout le monde est au chalet. Écoute, tu pognes un 100 000 un week-end, puis tu pognes un 20 000 le week-end d'après, même si Montréal a gagné 5-0. C'est des déserts télévisuels, juillet et août, souvent. Sauf que traditionnellement, ton stade était plein. Avant Mais je pense qu'il va être plein. Il pourrait être plein en décembre, ou il pourrait être plein en novembre aussi. Ton stade, toi, tu as confiance qu'il soit plein? Qu'il soit... Ben oui, c'est ça. C'est un stade fermé. Parce que c'est pas ça la question. Stade fermé, ça a été confirmé aujourd'hui. Non, c'est sûr. Non, mais dans une optique où on s'organise, là. Oui, mais ça, il n'existe pas, là, ce optique-là à Montréal. Tu vas en vendre des billets en novembre que tu vas en vendre autant que tu vas en vendre en août. Tu penses Les Alouettes, là, ils jouent dans le prêt.
Ouais, mais Ils vendent leurs billets? Ils Ouais, se mais disent, merde, faudrait jouer non, un peu non, plus tôt. attends, mais eux autres, ils sont dans le dernier stretch. Ils sont dans le dernier sprint. Tu t'en vas vers les séries. Moi, c'est là où ça va être un clash culturel. C'est que tu vas vendre un match d'automne. Hey, Non, mais attends une minute. Stokes en décembre, là. Ouais, mais t'es à Stoke. T'es pas ici. Culturellement, Pas le magasin. Non, c'est ça, de couteau. Okay. Mais tu vas te ramasser un 17 novembre à vendre un match contre le Dynamo de Houston, ici, qui est je dis n'importe quoi, 12e match de la saison. C'est pas la même chose du tout que vendre un Atlanta. Que vendre un Earthquakes un samedi d'août? Voyons, c'est la même affaire. Ben, voyons donc, Fred. Tu préfères vendre un match contre le Earthquakes, le match 22, le 2 août, que de vendre un Dynamo Houston le 17 novembre. Tout le monde est en vacances. C'est la même affaire. Attends une minute. Là. Toi, c'est le gars de Saint-Jérôme en toi qui sort. Là. Mais voyons, justement, les gens consomment en novembre. Pourquoi tu penses tous les trucs culturels? Mais ils sont dehors au grand air, tes trucs culturels, pour aller voir les... Mais là, ça, c'est une autre affaire. Mais non, c'est pas une autre affaire, c'est l'affaire. C'est ça à Montréal. Là. Tu te mettrais un manteau. T'es le premier à dire on va embrasser notre nordicité. Attends une minute. Moi, je suis pas en train de te dire que je suis contre ça. Je suis en train de te dire que c'est... T'as peur? Moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux en rien dire que c'est la même affaire de jouer un match 12 le 17 novembre que jouer un match 22 le 2 août. C'est des pommes puis des oranges. Ça n'a absolument rien à voir un avec l'autre. J'ai zéro puis une barre. Mais moi, je suis pas contre. En même temps, ça fait partie de t'organiser pour avoir un stade, justement, qui est confortable puis l'expérience client. Je suis d'accord avec toi. Moi, cette réflexion-là, je comprends ce que tu veux dire, OK? Puis, j'avoue que je m'obstine. Mais, mon présupposé, si je base ma réflexion sur le fait que j'assume que si la MLS et si Montréal passe dans ce calendrier d'hiver-là, ils vont tout faire pour que ce soit agréable puis de vendre des... Ils vont pas se dire « Ah, en novembre, c'est plate. » Mais moi, c'est pour ça. 12 000 personnes parce qu'il fait trop frais. Non. Attends, au contraire. Moi, je suis juste... On va avoir 20 000 personnes parce que c'est le fun de venir. Puis regarde, on fait des festivals. Montréal en lumière, là, il y a des raves dehors en février. Ouais, je dis pas... Mets tes mitaines puis viens faire un rave au stade. Tu me fais dire ce que j'ai pas dit encore. Moi, je fais juste la comparaison avec un match d'été, puis le défi que va représenter un match mi-novembre, qui est un match au milieu d'une saison. Ayant dit ça, moi, j'ai aimé la réponse de Gabriel Gervais parce que je m'attendais à une réponse qui ressemblait un peu à celle que le CF Montréal a offert quand il y a eu le deal d'Apple TV, qui était essentiellement, nous, on était contre. C'est ce qui était sorti. Là. Le CF Montréal était la seule équipe qui était contre ce deal-là. Moi, j'ai aimé que Gervais dise n'importe quelle industrie, entreprise, équipe professionnelle, d'essayer d'ébranler le statu quo, de challenger ça, c'est une bonne chose. Puis cette réflexion-là, elle a de la valeur. Bravo. La MLS, c'est la même chose pour le deal d'Apple. La MLS, oui, je sais, mais c'est pas à innover. Mais c'est pas ça qu'ils ont dit avec Apple. Ils s'en sont quand je te dis un peu de chair autour de l'os, puis ça viendra, OK? Puis c'est pas... Mais moi, à ce moment-là, aujourd'hui, dans le bilan, dans sa réponse-là, j'aurais aimé ça être impressionné un peu plus en voyant des bribes d'une réflexion, des assises. Tu vas dire quoi? On va là, regarde, le stade? Non, mais tu dis Apple, on était contre, puis ils ont peut-être raison, là, mais ils l'ont fait, Apple. Puis j'ai l'impression qu'ils se sont retrouvés un peu gros gens comme devant. Moi, j'ai un peu peur. Si la MS dit, écoute, les boys, tout le monde, on se met à l'heure du reste de la planète soccer en 2026, Montréal va faire quoi? Va faire, là... Non, mais moi, c'est pas le ton que Gervais a donné. Au contraire, c'était positif. Ébranler le statu quo, c'est une bonne chose, peu importe l'industrie. Moi, non, mais c'était une phrase bateau. Non. Eux, ils font quoi pour ça? Mais non, on se positionne mais c'est pas une phrase bateau. Parce que ça fait un an, il a réfléchi. Justement. On est pour, en ce moment... Mais il pourrait être négatif. Il y a eu un an pour se dire hey, c'est vraiment pas une bonne idée. Là. Il n'a pas l'air ébranlé par ça. Okay. Moi, Gabriel Gervais, pour moi, tu m'amènes dans un an, puis tu nous dis finalement, la Ligue a décidé qu'après la Coupe du Monde en 2026, on passe en calendrier ou à mai. Moi, de ce que j'ai vu et entendu aujourd'hui, c'est pas un Gabriel Gervais qui dit « Ouais, ça va être tough ». C'est non, let's go, on embrasse cette nouvelle réalité-là. Après... Là, on peut-tu parler avec le Parc olympique, s'il vous plaît, là, pour savoir c'est quoi le plan?
Parce qu'on n'arrête pas de dire, on attend de voir ce qui va se passer avec le parc olympique. On attend de voir ce qui va se passer avec le parc olympique. C'est à qui on appelle, qui on reçoit ici au podcast du parc olympique là, pour savoir c'est quoi le plan. Parce qu'on va dire ça combien de temps? Hey, l'autre affaire, là, oui, c'est ça. Moi, voyons, les lignes de je sais pas. Puis je sais que c'est pas facile. Faites-le deux. Rio, tu sais, c'est pas simple. Ça s'appelle-tu encore la Non, Rio? parc olympique. Parc olympique, hein. Ouais. Non, t'as raison. Des fois, c'est un peu... on a le sentiment que c'est plus compliqué que ça devrait l'être, mais on n'est pas... En même temps, ça peut devenir super excitant. Là, si c'est un gros projet de développement, non, mais c'est ça, exactement. ça peut être extraordinaire. Ce que je voulais dire, c'est le fameux bail amphithéotique aussi. Les gens sont comme moi, mais le stade n'appartient pas. Hey! Moi, je pense qu'on va appeler un économiste ou quelque chose. C'est pas un problème, le bail amphithéotique, là. C'est pas un très gros problème. Il est éotique ou amphithéotique? 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 Je sais pas. C'est toi qui as un book club. En tout cas, ce bail-là, c'est pas tant un problème. New York construit un nouveau stade avec un bail de même. Non, le problème, c'est les taxes. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est pas le bail le problème. Là. Quand tu montes un argumentaire à propos du CF Montréal, puis tu parles du bail, pas un problème. Là. Ça n'empêche pas de le vendre. Cette équipe-là perd pas de valeur. Tu peux pas vendre le stade, c'est sûr. Mm-hmm. Même à ça, t'en as un stade, c'est toi qui l'opère, puis tu peux mettre le nom que tu veux dessus, tu peux vendre ce que tu veux autour. Bon, il y a des problèmes avec le parc olympique, à savoir, tu peux-tu tout faire? Construire. Puis, au niveau de la construction, en même temps, ce sont certains défis, mais s'il appartenait au stade, t'aurais aussi à des fois gérer. Bon, mais t'aurais pas à demander la permission. Non, pas pour ton terrain nécessairement. Mais tu comprends, en même temps, demander la permission, c'est si grave que ça, puis tu sais. Ça se fait-tu? Puis on n'a même pas précisé tantôt, là. De août à décembre, 5 semaines de pause, tu reprends en février, tu termines au mois de mai. C'est ça qui est proposé en ce moment comme calendrier. Après la Coupe du Monde 2026, est-ce que selon toi, tu as décidé aujourd'hui, ça va être la première... Ça va se faire? Ouais. Mais non. Ça va pas se faire? Ça s'engage dans les immobilisations. Premièrement, tu largues Montréal. Là. Montréal... Mais pourquoi? Ben, t'as pas 2 ans. Montréal peut se revirer en 2 ans, dans les 2 prochaines années. Non. Au vu de ce que Gabriel Gervais a dit... Il était prêt à faire la Ligue des champions CONCACAF au Vermont ou je sais pas trop, à New York. Ouais, mais non, mais... Ben non, mais c'est la même chose. Ça, c'est une catastrophe. Ouais, je comprends, mais c'est une période temporaire. C'est une catastrophe jouer au Yankee Stadium. Peut-être. Tu sais, moi, regarde, tu joues du mois d'août, tu joues un maximum de matchs à domicile pour commencer. C'est la preuve que la Ligue embraye. Pour ça que je reviens à mon texte de Québec. Non, mais laisse-moi juste finir. Laisse-moi finir 2 secondes. Excuse-moi. Tu as 3-4 matchs avant Noël que tu joues sur la route. Tu sais, ton dernier match ici, là, tu le joues au mi-novembre. OK? Puis tu roules les dés. Après ça, tu as 4 ou 5 matchs en février que tu fais exactement comme tu fais en ce moment, où tu joues sur la route. Puis tu reviens début avril. À 12 matchs, à quasiment 15 matchs, là, sur la route. Écoute, je suis d'accord avec toi. C'est la moitié de l'année, 15 matchs. Ah ouais, il y a peut-être un match. Regarde, je le sais, mais c'est un projet. Gabriel Gervais est encore catégorique. Ce club-là. Possibilité que... Laisse-moi finir de ça. Oh, excuse. Gabriel Gervais est catégorique qu'il s'en va nulle part. La question a encore été posée aujourd'hui. Déménagement, non. Arrêtez de me parler de déménagement. On est là pour rester. Mais si c'est un projet de 20 ans, mais passe les 5 prochaines années avec un calendrier un peu bâtard, mais tu dis... éventuellement, le stade va être rénové, ça va être hivernisé, il y a un projet de parc olympique. Moi, j'embarque là-dedans anytime si ça veut dire que pendant 3-4 ans, le calendrier est un peu bizarre. Mais moi, mon point pour en arriver là, oui. Tu fais mais moi, c'est ça que j'ai l'ambition, mais ça commence là. 100%. Ben non, ça commence l'année passée. Oui, c'est ça. Mais tu dis là, le parc... si tu veux aider le parc olympique, c'est ça. Oui, c'est ton liner. Souvent, c'est réactif, parce que c'est pas réactionnant, c'est réactif nécessairement. Puis c'est souvent victime. Tu dis par rapport à Apple. Moins dernièrement. Oui, moins dernièrement, mais justement, il faut continuer à changer ça. T'as raison. Hey, let's go! Hey, je suis là, let's go, la ville, let's go, le Canada, let's go, le Québec, là. Let's go. Donnez-moi, vous l'avez pas fait, là, ou vous le faites pour le stade olympique, mais ce quadrilatère-là, l'Est de Montréal, c'est là que tu dis, hey, on a de l'ambition, embarquez avec nous autres. Là, c'est comme, ben là, on aimerait ça le faire, mais là, la MLS, puis là, Au moins. Okay. Au moins, tu n'annules pas des matchs de playoffs pour faire du motocross. Je pense que c'est une madame qui disait que je te coupe tout le temps et ça va revenir sur YouTube. Ils vont dire laisse-le parler.
Non, mais au moins, il n'y a pas de match de motocross. Il n'y a pas de course de motocross ici qui annule les matchs du CF Montréal. Salutations aux Whitecaps. Phil Neville, hein? Ben bon. Ça a donc bien parlé de Dieu en MLS cette semaine. Ben oui. God is a Timbers fan. Dieu va décider si Joseph Martinez revient avec son année d'option. Si t'étais Dieu, tu prendrais pour qui? Il y en a déjà un qui joue pour Miami, en tout cas. Fait que... Pas pour un 7-up flat. Ouais. Dieu? Je prendrais pour qui? Non, mais c'est ça, tu serais un fan de qui si t'étais Dieu? Réponds pas. Je te reviens la semaine prochaine. On se prend-tu une gorgée puis on finit là-dessus? Y avait-tu autre chose? Moi, j'ai pas mal fini mes notes. C'est un peu comme le bilan. Ça a revolé dans ça a revolé un peu tout croche. Écoute, j'espère qu'ils vont nous critiquer, eux autres aussi, en disant... Un bilan de notre bilan? Ouais, ça fait ça, bilan du bilan. Ça fait ça jusqu'au début de la saison prochaine. On va aller voir Dune. Bon. Hey, top net, hein? C'est bon, hein? Oui, c'est super bon. Tiens, on va se prendre une gorgée. C'est Relais Boréal. Ça va finir là-dessus.